Pouvez-vous croire que j'ai filmé cette vidéo-là 2 fois? En fait, je l'ai filmée au complet une fois, je suis venue pour la filmer une autre fois, puis je la reprends pour une 3e fois. Ouais, en tout cas, c'est pour vous dire à quel point je suis nerveuse, puis aujourd'hui, je suis nue face, parce que c'est comme ça que je me sens de parler de ce sujet-là sur la chaîne. Je me sens tu nue. Ouais. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis toute seule. Inquiétez-vous pas, Vanessa est pas loin. Elle va revenir la semaine prochaine. Mais je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Ça gosse, ma baguette accroche. Problems of a married woman. Aujourd'hui, je devais être seule pour vous parler, vous l'avez vu dans le titre, de mon expérience avec la dépression. Je pense que ça fait presque 1 an qu'on avait dit que peut-être qu'on pourrait faire une vidéo là-dessus, mais j'avais pas encore ramassé mon petit courage pour le faire, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est une drôle de coïncidence parce que c'est il y a 4 ans, presque jour pour jour, que j'ai eu mon diagnostic de dépression majeure. Aujourd'hui, je me retrouve dans un tout à fait autre état d'esprit à parler devant une communauté là de plus de 40 000 personnes, c'est malade. Qui aurait cru à ce moment-là de ma vie que je serais ici? Comme, c'est fou. Même si parfois je suis très pessimiste, y a rien qui arrive pour rien, j'y crois quand même. Avant de commencer, je ne suis pas du personnel médical, je ne suis pas une spécialiste, donc si vous croyez avoir des symptômes de dépression ou d'anxiété, allez voir quelqu'un. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la première porte qui va vous ouvrir vers un avenir meilleur. Peux-tu dire ça de même? C'est vraiment nécessaire, allez voir un spécialiste. Je vais vous mettre des ressources en barre d'infos, si jamais vous en avez pas. Je vous mets en contexte. Il y a 4 ans, ça faisait pas longtemps que j'enseignais, j'avais terminé une belle année scolaire, un contrat de rêve, mais quand même difficile parce que dans mon champ, si vous le savez pas, je suis formée en tant qu'enseignante de français langue seconde et j'ai travaillé au primaire en francisation, c'est-à-dire que j'enseignais le français aux enfants immigrants. Puis dans la région de Québec où est-ce que j'enseignais, les enfants immigrants, c'est surtout des enfants réfugiés, donc des enfants avec des parcours, des petits héros. C'est vraiment ça, c'est des petits héros parce que c'est fou tout ce qu'ils peuvent avoir vécu. Ils arrivent, ils ont 5 ans, mais ils ont vécu l'équivalent de 14 vies, là. C'est très touchant. Et je terminais un de mes premiers contrats, c'était super bien passé. Puis je me retrouve l'année scolaire d'après, sans contrat de travail pour débuter l'année. Max est en lancement d'entreprise à ce moment-là, donc l'avenir est incertain, les sous c'est incertain, tout est incertain. Je nage dans une mer d'incertitude. Bref, je l'ai trouvé pas mal dur, ce début d'année scolaire-là, où est-ce que je me retrouvais sans contrat de travail, mais faut dire qu'une dépression, il n'y a pas nécessairement tout le temps un événement majeur, et parfois, ça peut être des événements aussi plus graves que ça, là. Moi, ça a donné que ça tombait là, parce que mes nerfs ont lâché, puis il faut dire que le processus d'affectation des profs, quand t'es pas permanent, c'est stressant. Quelqu'un qui a de la misère à gérer son stress, faut que tu trouves des stratégies, là, parce que t'es pendu au bout du téléphone, t'attends, bref. C'est assez stressant. Donc moi, je viens de passer cette étape-là, j'ai attendu un téléphone qui venait pas. Donc c'est comme si mon stress avait monté. Puis là, septembre arrive, ça se confirme, j'ai pas de travail pour l'instant. Puis c'est comme si, après toute cette anxiété, tout ce stress accumulé, c'est comme si mes nerfs ont lâché, carrément. Assez que je finis vers la fin du mois de septembre par avoir un contrat de travail pour remplacer une fille qui est enceinte. Puis je l'accepte en me disant, ah, ça va tout régler, là. C'est pour ça, mon état, comment je me sens en ce moment, là, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai pas de travail. Donc si je vais travailler, ça va tout régler. J'accepte le contrat, j'y vais. Puis je pense que c'était ma première ou ma 2e journée de travail. Pas capable de me rendre à l'école. Juste pas capable. J'avais jamais vécu ça. Je me suis levée de peine et de misère. J'étais à peine maquillée, ce qui me ressemblait pas à l'époque parce que j'avais découvert les vidéos YouTube déjà, puis je me maquillais toujours comme pour commencer ma journée. Là, j'étais pas maquillée, j'étais habillée presque en mou, là, tu sais, pour essayer d'aller travailler. Ça fonctionnait pas. Je prends ma voiture, je commence à faire le trajet pour me rendre à l'école. J'étais plus capable d'avancer. Je me rappelle très bien être arrêtée à un stop, avoir fait un U-turn, ce que t'as pas le droit
droit de faire dans une rue ordinaire. Avoir fait un U-turn pour retourner vers la maison, mais en même temps, je voulais pas rentrer à la maison. J'étais complètement perdue, ok? Je savais que ça s'en venait. J'étais pas dans mon état normal, mais c'est comme si à ce moment-là, le switch s'est fait puis j'ai compris, ok Christine, là, je pense qu'il va falloir que tu ailles voir un médecin parce que c'est pas juste en commençant le travail que ça va se régler ton affaire. Je suis revenue à la maison éventuellement. Je me souviens avoir conduit pendant un bon bout de temps en me demandant qu'est-ce que je vais faire, qui j'appelle, qu'est-ce que je fais là. En ce moment, je pense que je fais une dépression. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai tourné en rond. Je me souviens avoir essayé d'appeler mon médecin. Ça fonctionnait pas, il y avait trop d'attentes sur la ligne. Éventuellement, je suis revenue chez moi, puis le soir même, j'ai appelé mon médecin. Mais j'ai parlé à sa secrétaire, puis sa secrétaire a dit « Oui, je pourrais te donner un rendez-vous, je pense que c'était dans 2 mois. » Là, j'ai dit « Oh, je pense que je fais une dépression, faudrait que ça soit plus vite que ça. Je suis pas capable d'aller travailler, ça me prend un papier du médecin, faut que je la voie rapidement. » Et je l'ai vue, c'était une question de jours, là, ça a vraiment pas été long finalement. Elle m'a fait comme une place d'urgence et j'ai pu la voir. Puis elle m'a diagnostiqué avec une dépression majeure et trouble d'anxiété généralisée. Je vais vous expliquer un petit peu mes symptômes pour ensuite vous parler de ce que j'ai fait, ce qui m'a aidé à cette époque-là. Donc d'abord mes symptômes de dépression, comme je vous ai dit, c'est comme si mes nerfs avaient lâché. Je tolérais plus aucun stress. J'étais complètement à neutre, paralysée. Le mot là qui me revient, c'est ça, c'est que j'étais comme paralysée sur mon divan, incapable de faire quoi que ce soit. Une journée que je réussissais à aller me laver là, le matin, c'était une bonne journée, c'est fou. Incapable d'envisager quoi que ce soit, c'était comme un tourbillon dans ma tête. Ça, je sais que c'est pas nécessairement la dépression, mais plutôt l'anxiété qui faisait ça. C'est que dans ma tête, je pouvais penser à une chose, puis ça bousculait. Puis ça devenait beaucoup plus gros que ce l'était. Par exemple, mon anxiété était beaucoup dirigée sur est-ce que je vais pouvoir retourner travailler? Est-ce que je vais pouvoir encore enseigner? Puis ça déboulait en je pourrais plus rien faire d'autre, je pense que va falloir que je retourne à l'école. Alors que en ce moment-là, c'était pas un problème là, d'aller travailler. Là. J'étais prise en charge, j'avais un plan de traitement avec mon médecin, c'était pas un problème pour là, mais l'anxiété faisait que je voyais tout le temps plus loin, puis ça faisait aussi que j'essayais de régler des problèmes qui n'en étaient pas nécessairement. Puis ça, s'il y a des psychologues qui écoutent, vous pourrez peut-être en parler dans les commentaires, c'est que souvent, on peut avoir tendance à vouloir tout régler dans notre vie, alors que des fois, il y a juste des trucs qui sont comme ça, puis c'est pas des choses à régler. Par exemple, le retour au travail, ça en était un pour moi, là, c'était quelque chose que je devais régler, là. Bon, ok, qu'est-ce que je fais? Alors que non, en ce moment, fallait pas que je me concentre là-dessus, fallait que je me concentre sur moi, sur aller mieux, sur prendre soin de moi, puis suivre les étapes de mon traitement, puis pas dépenser de l'énergie à essayer de prévoir le futur et tout ça. Là. Un autre de mes gros symptômes, c'était le sommeil, les problèmes de sommeil. Soit je dormais pas du tout, soit je dormais trop. Je penchais beaucoup plus vers le dormir trop. Mais d'ailleurs, je pense que ça a toujours été ça dans ma vie. Quand ça va pas, je dors. Je pense que je suis pas la seule. J'essaie de dormir le plus possible. C'est comme si quand tu dors, tu fuis un peu tes problèmes sont pas là, t'as pas à parler à personne, t'as affronté rien. Donc, je dormais beaucoup. Puis évidemment, quand tu fais de l'anxiété, ton corps dépense beaucoup d'énergie à s'inquiéter, à faire des scénarios, à penser. Donc, mon corps était fatigué, ma tête aussi, ce qui faisait que je voulais dormir plus. Donc, c'était comme une roue qui tourne, si on veut. Pour ma part, j'ai pas eu d'idée noire, dans le sens que c'est comme si j'avais lié ma dépression puis mon anxiété beaucoup à mon travail. J'étais capable de voir au-delà de ça, j'ai pas eu d'idée noire, mais je sais que c'est un symptôme qui revient souvent aussi. Pour moi, la dépression, ça a pas été... tu sais là, si tu tapes dépression sur Google, les images qui vont te sortir, là, c'est des gens en petites boules en coin qui pleurent. Pour moi, ça a pas été ça, la dépression. C'est sûrement commun, puis c'est peut-être aussi parce que c'était lié beaucoup à l'anxiété, mais pour moi, la dépression, je peux pas dire que je pleurais tous les jours. C'était pas un... Oui, j'avais de la tristesse en moi, mais c'était pas le sentiment qui prenait le dessus. Pour moi, là, c'était plus un gros sentiment d'être perdu. Puis encore là, c'était relié à mon travail, mais ça touchait aussi les autres sphères de ma vie, là. Perdu. Je me demandais pourquoi j'avais étudié là-dedans, pourquoi je voulais travailler là-dedans. Je me demandais pourquoi j'avais acheté une maison dans le coin où est-ce que je suis. À ce moment-là, on avait juste une voiture. Donc, pourquoi on avait fait le choix d'avoir juste une voiture? C'est tout ça, là, tous mes choix de vie, si on veut, je les remettais en question. Mais je peux pas dire que je regardais par la fenêtre
fenêtre, la pluie qui tombe, là, puis je pensais à mon enfance, là. C'était pas ce cliché-là de la dépression, ce l'est sûrement pour certains. Cette image stéréotypée de quelqu'un en boule qui pleure contribue à ce que ce soit mal vu encore dans les milieux de travail, de prendre des arrêts de travail puis faire autre chose pendant ce temps-là, comme si on permettait pas à quelqu'un qui est en dépression et en arrêt de travail de continuer à vivre. C'est pas parce que la personne fait autre chose de sa vie, c'est pas parce qu'elle met une photo sur Instagram qu'elle va mieux, qu'elle est capable de reprendre le travail. J'en suis la preuve parce que ça fait partie d'ailleurs des choses qui m'ont aidé à mieux aller. Le channel, la chaîne YouTube, on l'a commencé en plein milieu de cette période-là qui était difficile pour moi. Vous auriez pas pu le dire, là, je suis pas mal certaine que si vous me connaissiez pas à l'époque, même ceux qui me connaissaient mais qui savaient pas que j'étais en arrêt de travail pour dépression à ce moment-là, vous pouvez pas le dire là en regardant les premières vidéos là. C'est pas que ça. Quelqu'un qui est en dépression est pas tout le temps en larmes. Il est pas incapable de fonctionner nécessairement. Son fonctionnement normal est atteint, c'est sûr, mais c'est... Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour ce qui est des symptômes, ça a été surtout ça. Voir des gens, c'était très exigeant pour moi. Il y avait Dou avec qui j'étais capable d'en parler un peu, mais sinon, j'en ai pas beaucoup parlé avec des proches, même mes meilleurs amis, même ma sœur, même mes parents. C'était très lourd pour moi d'en parler, puis je ressentais pas non plus le besoin de le faire, sûrement parce que j'avais Dou, puis j'avais la psychologue avec qui j'en parlais, ce qui m'a beaucoup aidé, énormément. Je me souviens aussi que c'était difficile pour moi de me trouver des choses que j'aimais faire. C'est comme si tout ce que j'aimais faire avant ou normalement, j'avais comme plus aucune émotion. Je voulais plus faire ça, je voulais juste rien faire. Pour ce qui est de mon plan de traitement, allons-y, attaquons. Je l'ai élaboré d'abord avec mon médecin de famille et ensuite avec ma psychologue. Avec mon médecin de famille, ben, d'abord c'est elle qui m'a dirigée vers ma psychologue. C'est aussi elle qui m'a prescrit les antidépresseurs que j'ai pris. J'en ai pris pendant 1 an. Ça a pas été facile pour moi d'en prendre parce que j'ai fait beaucoup d'intolérance à certains médicaments. J'étais très étourdie, des nausées. Bref, je les tolérais pas pendant longtemps. On a fini par en trouver un qui me convenait, mais il a fallu que je le garde à la plus petite dose parce que j'étais pas capable de tolérer plus. Ma psychologue, ben c'est avec elle que j'ai débriefé, si on veut, tout ce qui s'était passé puis pourquoi je me sentais comme ça à ce moment-là. Puis plus loin dans la vidéo, je vais vous dire quelques phrases, quelques trucs que j'ai appris avec elle qui m'aident encore aujourd'hui. Elle a été super importante dans mon traitement. Ma guérison? Ben, un des trucs qui m'a le plus aidé, je pense, c'est cette chaîne YouTube. Bien sûr qu'on l'a pas commencé quand j'étais aux premières semaines de ma dépression, là, quand j'étais paralysée sur mon divan, mais après quelques mois, 4-5 peut-être, où est-ce que j'avais retrouvé un petit peu d'énergie puis j'avais besoin comme d'un projet qui allait me motiver, ça a été tellement, mais tellement bénéfique. Je peux pas dire à quel point c'est important de se trouver un projet comme ça, même si t'es pas 100% passionné, là. Juste quelque chose qui va faire que tu vas te donner une certaine discipline, tu vas t'amuser. Tu sais, pour moi, c'était créatif aussi, une chaîne YouTube, là, Instagram, tout ça. Je peux pas dire que c'était très beau ce qu'on faisait au départ, mais c'était créatif. Je faisais quelque chose de tangible que les gens pouvaient regarder. Je pouvais interagir avec vous si vous étiez là dès le début, dans les commentaires. Ça me faisait du bon temps avec ma sœur. Ça me faisait bâtir une autre relation parce qu'on n'avait jamais travaillé vraiment ensemble. Ça me prouvait que j'étais capable de faire quelque chose. C'est niaiseux, mais quand t'es rendu là, quand tu sais même plus ce que tu vaux, ce que t'es capable de faire, quand tu penses que tes études te serviront plus jamais à rien parce que tu seras pas capable de reprendre ton métier, ben ça me donnait une raison de me lever puis de sourire. Bref. Il y a aussi 2 livres qui m'ont aidé beaucoup dans mon traitement. Le premier, ça s'appelle Le Grand Saut. C'est très répétitif, là. C'est un genre de self-help book. Je pense pas que ce soit pour tout le monde, puis j'ai même pas pu le lire en entier parce que des fois c'était comme trop, là, j'avais l'impression qu'on me prenait pour une enfant, mais il y a quelques phrases là-dedans qui ont été révélatrices. On va dire ça comme ça. J'allais dire game changing, mais on peut parler en français, là. La plus grosse, là, the main thing, la chose principale que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Si t'avais pas peur, là, si la peur arrêtait de guider tous tes choix, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie? Puis ça m'a comme
je sais pas, on dirait que ça m'a fouetté, ça m'a dit « Hey, c'est vrai, j'ai pas besoin de prendre mes décisions selon ce qui semble raisonnable, ce qui semble inoffensif, tu sais, je peux me permettre de faire ce que je veux, puis pas juste ce que je crois que je peux. » Dans ce livre-là, il y a aussi un bon bout sur les pensées envahissantes. Quand tu souffres d'anxiété, souvent c'est ça, quand tu te retrouves paralysé, c'est que t'es comme envahi de pensées. Puis dans ce livre-là, ça explique très bien comment toi et tes pensées, c'est deux choses différentes. Tes pensées, ce ne sont que des pensées, c'est pas la vérité, c'est pas toi, c'est juste des pensées, puis il faut que t'apprennes à les voir comme ça, puis il faut que t'apprennes à les laisser passer. C'est pas grave de les penser, ces pensées-là. Laisse-les aller, laisse-les passer, là. Il fait comme une belle métaphore, là, sur comment tu pourrais mettre une... tu pourrais imager, là, tes pensées sur des nénuphars, là, pis t'es devant une rivière, pis t'es laisses passer, t'es laisses aller. Puis t'apprends comme à t'en détacher, puis ça, c'est bénéfique, là. Je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Je vous le recommande de le lire, même si vous êtes pas en dépression, si vous pensez que vous faites un peu d'anxiété, ou si vous avez tendance à être stressé. Je vous recommande vraiment ce bout-là de ce livre-là, parce que ça fait une belle image sur comment c'est la vie, c'est normal, les pensées sont une production de ton cerveau, puis ça va pas se matérialiser. C'est pas parce que tu penses que tu vas mourir que tu vas mourir. Tu fais juste penser ça, tu meurs pas là, t'es vivant, tu laisses ça aller. C'est très rassurant. Le deuxième livre qui m'a aidé, qui traite pas du tout du sujet, en passant là, c'est juste que moi dans mon cheminement à ce moment-là, ça m'a aidé, c'est que j'ai lu Marie Kondo, Le pouvoir magique du rangement ou quelque chose comme ça. Je vous le dis tout de suite, ma maison est pas rangée, j'ai encore plein d'affaires, c'est vraiment pas Code Marie chez moi, comme on appelle sa méthode de rangement. Si vous connaissez pas Marie Kondo, c'est une auteure japonaise qui est dans la vague du minimalisme un peu, là. On entend parler de ça dans les dernières années, là. C'est départir de tout pour n'avoir que l'essentiel. Elle est un peu dans cette vibe-là. Elle suggère comment ranger une maison, si on veut, comment épurer, comment se débarrasser de tout ce qui nous sert pas dans une maison. Puis sa phrase, là, c'est « Garde que ce qui t'apporte de la joie ». C'est un peu ésotérique, là, parce que j'ai pas pris chacun de mes chandails en me disant « Ah, tu m'apportes de la joie, toi, oui. » Viens ici, je te garde, là. Non. Mais c'est comme si j'avais extrapolé sa philosophie à tout dans ma vie. Je vais peser mes mots, là, parce que je veux pas froisser personne. Mais ça m'a comme permis de dire, OK, t'as le droit de laisser aller les problèmes des autres, les anxiétés des autres, ça ne t'appartient pas. T'as le droit de t'entourer juste de gens qui te font du bien. T'as le droit de tout ça. T'as le droit de choisir ce qui t'entoure. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai demandé à ce qu'on se donne plus de cadeaux. Je voulais plus recevoir de cadeaux pour pas être comme envahie de choses que j'avais pas choisies. Ouais, puis ça m'a comme fait aussi me concentrer sur l'essentiel, tant dans mes relations que dans mes choses. D'ailleurs, je serais peut-être due pour le relire parce que si vous voyez l'état de la pièce ici, ouais. Avec ma psychologue, ce qu'on a fait, c'est qu'elle a pris d'abord quelques sessions pour apprendre à me connaître au début, connaître mon enfance, mon parcours, tout ça. Ensuite, elle m'a donné comme des devoirs du genre, fallait que je me lève, fallait pas que je dorme pour fuir mes problèmes, fallait que je fasse à chaque jour une chose qui me faisait du bien. Puis ça, là, c'était difficile. Je me rappelle qu'elle m'avait même fourni une liste de choses qui font plaisir, là, en général dans la vie. Puis je pouvais m'inspirer de ça, là, tu sais, genre aller prendre un café, lire un livre, regarder un film que je voulais regarder, voir un ami. Fallait que je fasse ça chaque jour. Du vrai self-care, là. On entend tout le temps, ah, self-care, je me fais un masque. Ok, si ça te fait du bien, mais du vrai self-care, c'est aussi t'écouter. En tout cas, bref, je pourrais partir là-dessus longtemps, là. Ensuite, pour ce qui est des pensées envahissantes dues à l'anxiété, elle m'a comme montré que c'est pas parce que j'y pensais que ça pouvait arriver, pis c'est pas parce que je pensais que j'avais tout prévu que je serais pas prise au dépourvu, là. Tu sais, on essaie toujours de tout planifier, de tout prévoir, bon, savoir c'est quoi le pire qui peut se passer, c'est quoi le meilleur, c'est quoi tout ça. Puis souvent, c'est très peu rationnel. Quand t'es dans ce tourbillon de pensées-là, c'est peu rationnel. Puis le pire qu'on envisage, souvent, c'est même pas si pire que ça. Mais on se dit, ah non, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. Ça nous emprisonne. Puis finalement, si ça arrive, c'est même pas si grave, t'sais. Quand j'allais un peu mieux, on a aussi parlé de l'importance d'avoir des objectifs
quand tu trouves que ça tourne en rond, que tu sais pas où te garrocher, tu sais pas quoi faire, t'es perdu, l'importance d'avoir des objectifs puis de connaître tes valeurs, c'est niaiseux. Moi, à part peut-être dans un cours de morale ou de CC au secondaire, je m'étais jamais arrêtée pour penser à mes valeurs, tu sais. C'est quoi mes valeurs profondes? J'avais des exercices à faire avec elles pour mieux me connaître là-dessus. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui guide mes choix de vie? Puis c'est quoi mes objectifs? Parce que toutes les décisions que je devais prendre devaient être basées sur mes objectifs à court, moyen et long terme. Évidemment, c'est la base. Mais quand t'es perdu dans tes propres pensées, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un avec qui déterminer ça. Donc on s'est assis, elle m'a demandé de penser à ça, c'était quoi mes objectifs à court terme, c'est-à-dire 1 an ou moins, moyen terme, là, 1 à 3 ans, ou je sais pas trop, puis long terme, 5 ans et plus. Ça a fait du bien de m'asseoir puis de les écrire, puis je les ai en note encore à ce jour dans mon téléphone. Ça me guide. Je peux pas dire que j'ai encore les mêmes objectifs parce que clairement je suis une autre personne maintenant qu'à ce moment-là. C'est un exercice, je pense qu'on devrait faire à chaque année. S'arrêter puis déterminer nos objectifs. C'est quoi? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux faire? De quoi je vais être entourée? Tout ça, là, c'est important de l'écrire, de prendre le temps de l'écrire, d'y réfléchir. Donc voilà, c'est des trucs qui me suivent encore aujourd'hui. Ce que ça implique aujourd'hui avec tout ça, ben, il y a certaines choses qui restent. Je parle beaucoup plus lentement. C'est comme si mon cerveau avait ralenti parce que j'ai eu la dépression, j'ai eu les antidépresseurs, puis 2 ans après, je pense, j'accouchais. Donc tout ça a pas aidé, mais vous voyez que je cherche souvent mes mots. Parfois c'est long avant d'aboutir une phrase. Ben ça, c'est marqué depuis que je suis passée par là. Avant, je pense pas que c'était si pire, puis mes proches pourront vous le dire, là. Je cherchais pas autant mes mots, certains. Je faisais des longues phrases peut-être, mais ils aboutissaient. Donc ça, c'est quelque chose qui me reste de cette époque-là. Qu'est-ce qui me reste? Ben, évidemment, je suis toujours à l'écoute des premiers symptômes parce que je reste fragile à ça, si on veut. Je reste prédisposée à retomber dans un état de dépression. J'hésite pas à prendre du recul, j'hésite pas à demander de l'aide, à replonger dans mes notes de mes sessions avec ma psychologue. Malheureusement, je peux plus la voir, ma psychologue, parce que, ben, je suis pas vraiment à Québec. Mais ce serait quelque chose que je ferais, de retourner la voir de temps à autre. Juste un refresh, là, juste pour prendre soin de moi. Dans ma période de postpartum, si on veut, quand j'ai accouché, puis même pendant la grossesse, c'était quelque chose qui était surveillé avec les médecins parce que je restais plus sujette à souffrir d'une dépression pré- ou postpartum. D'où a beaucoup aidé à ce que je retombe pas là-dedans, si on veut. Il m'a laissé prendre beaucoup de temps pour moi. J'apprécie énormément. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, le soleil, la luminosité. Quand les journées raccourcissent, là, comme ce temps-ci de l'année, je sens mon énergie qui baisse. J'ai besoin soit d'un supplément de vitamine D ou de prendre vraiment du temps dehors pour emmagasiner ça, parce que je suis plus sensible à ça. J'ai même une lumière de luminothérapie que j'utilise pas, mais je garde en cas de besoin, là. On peut dire que dans ma tête, là, cette période-là a duré une bonne année, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais pendant une bonne année, là, je me suis considérée en dépression. Faut dire que avant la fin de cette année-là, j'ai dû retourner au travail. Question d'assurance, là, c'est technique, mais bon. Les assurances m'ont obligée à aller voir une psychiatre qui a jugé en 45 minutes que j'allais bien puis que je pouvais retourner au travail, même si elle m'avait jamais vu de sa vie. Ça a été comme ça. Ben, crime, je l'ai faite. Je suis pas morte. J'étais pas forte, je peux dire, à la fin de cette année scolaire-là, mais je l'ai faite puis c'était beaucoup moins pire que ce que je pensais. Les antidépresseurs, je les ai pris pendant 1 an. Je les ai arrêtés graduellement. Ça a bien été. Mais j'hésiterai pas à retourner chez le médecin puis à en redemander si jamais je sens que je reglisse dans cet état-là, parce que c'est un outil qui existe. Pourquoi s'en passer? La science nous a permis de se rendre jusque-là. Tu prendras pas des antidépresseurs puis c'est tout puis ça va aller mieux. Bien sûr, il faut que ça soit accompagné de la psychothérapie, d'autres activités, sortir dehors, juste prendre des marches,
marche s'activer. Déjà ça fait énormément du bien, même si on veut pas l'entendre quand on est dans cet état-là. On veut pas croire que ça va nous aider. Mais oui, ça aide. C'est pas tout, mais c'est comme une combinaison de trucs qui font que tu mets toutes les chances de ton côté pour aller mieux, puis tu fais tout ce que tu peux pour aller mieux. Ça fait 4 ans de tout ça. Ce que je veux dire, c'est super cliché, mais je le revivrais exactement de la même façon. Même si j'avais la chance d'effacer ça de mon parcours, là, non, je le ferais pas parce que ça m'a tellement permis de voir la vie autrement, ça m'a permis de me connaître mieux, ça m'a permis de voir mes relations aussi autrement, ça m'a permis de réfléchir à comment je réfléchissais, de la méta-réflexion. Ça m'a permis d'acquérir des outils qui me sont tellement encore utiles tous les jours, qui guident mes choix. Ça m'a permis aussi de prendre un temps d'arrêt. J'étais tellement pressée à ce moment-là, j'étais tellement pressée d'atteindre toutes les autres étapes de ma vie, là. Tandis que à ce moment-ci, je veux juste savourer chaque étape plutôt que d'atteindre un autre échelon puis de jamais être satisfaite. Je vais inviter Vanessa à venir nous parler d'un peu de c'est quoi vivre avec quelqu'un qui souffre de dépression. Je la texte à l'instant. And she's here! Hello! Excusez ma voix de malade, j'ai quelques microbes en ce moment. C'est ça le changement de saison. J'ai aucune idée de ce que ma sœur vient de vous jaser. Je le verrai au montage. Pour ma part, c'est sûr que je n'ai pas vécu cette expérience, donc je peux simplement parler du point de vue extérieur de c'est quoi vivre avec quelqu'un qui passe à travers cette période-là. Tu l'as vécu v'là quelques années, puis j'ai également quelqu'un près de moi qui l'a vécu aussi, donc je l'ai doublement vécu par la bande. En gros, ce que je retiens, c'est beaucoup d'incompréhension, parce que je pense que tu peux pas vraiment comprendre la dépression tant que tu la vis pas. Tu sais, de toute façon, la personne elle-même a de la difficulté à se comprendre, fait que c'est juste pas logique de penser que les autres vont comprendre, là. Mais de toute façon, en plus, d'une personne à l'autre, puis même, je pense, de la même personne, mais d'une journée à l'autre, tu te sens pas de la même façon. Ouais. C'est impossible de comprendre 100%. Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se comprenne de toute façon. On se sent impuissant parce que tu voudrais donc tout faire pour aider la personne, puis dans ta tête, là, tu sais, il y a des solutions, puis ben voyons, fais ça, puis ça va se régler, puis faut que t'oublies tout ça parce que c'est pas une période logique, puis c'est pas ta logique qui va l'aider non plus. Non, c'est surtout ça, puis des fois c'est des, comme je disais tantôt, c'est qu'on cherche des solutions à des problèmes qui n'en sont pas. Tu sais, peut-être qu'on aborde ces problèmes-là avec, mettons, exemple toi, puis toi, pour toi, les solutions sont claires, mais dans le fond, c'est pas des problèmes, c'est juste qu'il faut apprendre à vivre avec telle ou telle réalité, tu sais. Effectivement, la seule bonne façon que vous avez d'être là, pour quelqu'un qui souffre de ça, c'est d'être là. Ouais, la seule façon d'aider, c'est d'être là puis démontrer que t'es là sans être accaparante puis laisse-moi t'aider. Mais tu sais, juste de rappeler à la personne que si jamais elle a besoin, t'es là, puis si elle veut parler, t'es là, puis tu respectes tout à fait ce moment-là, puis tu sais, il y a des jours qu'elle voudra pas te voir la face, fait qu'impose-toi pas, mais elle va toujours avoir la petite pensée, ah ben, si j'ai besoin, je sais que je peux me tourner vers cette personne-là. Puis moi, je suis une personne très... J'aime ça comprendre les choses, puis dans ces cas-là, vu que j'ai pas vécu la dépression, je comprenais pas, donc j'ai aussi cherché à m'éduquer sur cette maladie-là, avec plein de sites internet, peut-être que je vous en glisserai quelques-uns dans la barre d'infos, mais ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre cette réalité-là qui n'était pas la mienne, puis justement trouver des pistes de solutions pour appuyer cette personne-là qui vit quelque chose de vraiment pas cool, tu sais. Il y a peut-être un truc que je peux dire, moi, pour avoir passé par là. Si tu veux vraiment aider la personne, si tu veux montrer que t'es là, insiste pas pour la voir nécessairement, puis insiste pas pour aller chez elle ou pour la faire venir ou pour la faire sortir, parce que juste ça, c'est un énorme poids pour la personne qui est là-dedans. Parce que se lever, c'est un effort, c'est un énorme effort. Se laver, des fois, c'est tout ce que tu réussis à faire dans ta journée. Fait que si t'as en plus à gérer les attentes, ou en tout cas ce que tu penses être les attentes de quelqu'un qui veut t'aider, puis que tu veux le remercier de vouloir t'aider, mais t'en as pas la force, là. Donc si tu veux pas être juste quelque chose d'autre à gérer dans son quotidien, écris-lui, tu sais, démontre-lui que tu penses à elle, sans nécessairement vouloir tout le temps t'imposer, puis planifier des choses, puis viens, on va aller manger des sushis, je sais que c'est ton repas préféré, tu sais, c'est pas de ça dont elle a besoin. Si elle te démontre une ouverture, peut-être, mais c'est pas de ça dont
elle a besoin en ce moment. C'est ça, des fois, ça va juste lui mettre une pression de plus qui est tellement pas nécessaire dans ce qu'elle vit, là. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais dire aussi. Si tu accompagnes quelqu'un qui vit ça de très proche, peut-être que toi-même, tu te sentiras démuni, tu te sentiras que tu auras besoin d'aide. Hésite pas à aller en chercher. Max, il a fait ça, lui. Il est allé consulter une psychologue pour savoir comment mieux gérer ça, mieux gérer ses propres sentiments par rapport à ce que je vivais puis l'impact que ça avait sur notre vie. Je le trouve vraiment, vraiment hot d'être allé parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aurait été ouvert, tu sais. Déjà que d'aller te consulter en psychothérapie, c'est encore vu parfois comme étant quelque chose de dernier recours, là. Alors que même si t'as pas une dépression, même si tu te juges pas anxieux, tu devrais t'offrir ça comme cadeau, mais je trouve très très cool d'avoir fait ça, parce que tout ça c'était juste pour mieux vivre avec ma réalité, tu sais. Il l'a pas regretté, puis ça lui a donné quelques petits outils, quelques petites réflexions à se faire quand il me voyait, qu'il me comprenait pas, quelque chose que je vivais qu'il comprenait pas, tu sais, ça lui donnait juste des petites pistes de réflexion. En étant la personne je ne vis pas directement la dépression, mais moi, je peux-tu parler de mes problèmes? Tu sais, je vais-tu encore plus déverser mes problèmes tu veux pas empirer son état. Fait que là, tu te retrouves que t'as personne vers qui te tourner aussi. Fait que tu sais, d'aller chercher cette écoute-là ailleurs, ben, je pense que ça peut juste être sain, là. Ouais, c'est clair. Il y a personne de mieux placé qu'un psychologue pour te conseiller, tu sais. Des fois, tu vas aller voir un ami, mettons, mais cet ami-là, il a ses propres biais, il te connaît d'une telle façon depuis toujours, tu sais. Probablement qu'il t'aime, là, c'est ton ami, mais... J'espère. Mais quelqu'un de neutre, quelqu'un qui en a vu d'autres, quelqu'un qui sait, tu sais, qui a étudié la théorie de ce que t'es en train de vivre, il y a pas mieux placé, je pense. Tout à fait. Vous excuserez l'éclairage, hein, le soleil est en train de baisser, puis ben, c'est ça la vie. Il va falloir gérer ça avec le changement de saison aussi. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais je répète que si tu as besoin d'aide, bien sûr, on est là. On est là pour parler avec toi, mais on n'est pas des professionnels, c'est pas nous que tu dois venir voir en premier. S'il te plaît, aime-toi juste assez pour aller voir les bonnes personnes. On te met ça en barre d'infos. J'aimerais vraiment ça, être psychologue pour pouvoir aider tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas ça mon métier. Ça va nous faire plaisir de partir des discussions en bas, mais s'il te plaît, va chercher de l'aide si tu en as besoin. Ouais. Ça conclut. Je sais pas si ça a été assez clair, je sais pas, s'il vous reste des questions, je peux sûrement éclairer. On dirait que j'oublie ce que j'ai dit déjà. Tu sais, ça... Faire des vidéos tout seul, là, chapeau à ceux qui le font. Je le ferais pas. Je le ferais pas. Christine, merci d'avoir partagé cette expérience-là. Je sais que ça devait pas être facile, puis d'ailleurs, tu sais, vous l'avez vu sur Instagram, on a repris cette vidéo-là parce que t'étais pas satisfaite de comment ça s'était passé. Puis c'est tellement un sujet important qui nous tient à cœur que, tu sais, on voulait le faire de la bonne façon. Puis je trouve que t'es un modèle parce que, tu sais, oui, on a une plateforme cool, puis c'est bien fun de faire des niaiseries, mais il y a aussi des sujets plus sérieux qu'on aime traiter, qu'on aimerait traiter davantage aussi. Fait que je te lève mon chapeau, ma chère. Merci, c'est vraiment gentil, c'est apprécié. Si mon expérience, on va appeler ça mon expérience, si mon expérience peut servir ne serait-ce qu'à une personne à mieux déceler ces symptômes-là ou quoi que ce soit, ben ma job est faite. C'est bien beau, là, de goûter à du McDo sur vidéo, mais des fois, il y a d'autres trucs cool aussi. Sur ce, on te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! C'est fait! Yahas! J'avais commencé, genre, je m'étais assise pour filmer, j'étais toute maquillée, j'étais comme, non, je me sens fake, là, genre, faut que je me démaquille. Ah, c'est bon.